La question essentielle, elle est de ne jamais être dupe. Tant que la crise cataclysmique de l'ordre de la marchandise n'a pas atteint ce fameux point où l'ordre de la marchandise, s'invalidant lui-même, l'émergence des consciences humaines radicales peut éclore, nous sommes condamnés à l'emprisonnement concentrationnaire dans la servitude salariale et échangiste du quotidien. Nous sommes prisonniers. Mais il y a deux manières d'être prisonnier. Il y a la manière d'être prisonnier en étant activement complice de l'emprisonnement, et il y a la manière en rupture qui consiste à dire « je suis dedans, mais je suis contre ». Être dedans tout en étant contre, c'est ne jamais être dupe. Je vois des gens qui, dans mes activités analytiques, justement, me font comprendre et se font comprendre à eux-mêmes à un moment donné que l'intégralité de leur existence a été vampirisée par le théâtre social de la représentation. On a des gens qui vont mal dans leur couple, on a des gens qui vont mal avec leurs enfants, on a des gens qui vont mal sur tous les territoires du quotidien et qui jouent un théâtre, par exemple, au boulot. Ils ont une fonction sociale. Cette fonction, elle est cathartique dans la sublimation schizophrénique de l'ordre de l'aliénation. Ils sont leur fonction sociale. Alors, les gens, au bout du travail d'analyse que nous menons, ils me disent « Mais alors, qu'est-ce que je fais ? Je démissionne, je m'en vais. » Je dis « Ben non, il faut bouffer. » Donc, le problème, il n'est pas de quitter le faire social de la servitude salariale. Nous y sommes condamnés. Il est de s'y positionner stratégiquement à l'envers des dominations que le capital veut nous y placer. Donc, continuez votre boulot. Simplement, au lieu de le faire activement en consommation narcissique de jubilation servile, mettez-vous en retrait, mettez-vous à contre-courant, mettez-vous en contre-pied, en contre-champ, et dites-vous, je ne suis pas dupe, je fais le minimum, au lieu d'être effectivement une crapule, un soumis, un intermédiaire, un mitigé, je vais maintenant essayer de glisser de l'humain dans l'inhumain. Et à partir de là, ça ne fait pas la révolution, mais ça met en marche une contre-dynamique. La révolution ne sera possible que quand les conditions objectives d'invalidation de la dictature capitaliste seront positionnées. Mais en l'attente, il y a des milliers de choses à faire. Des milliers de choses à faire avec la personne que l'on rencontre, avec le collègue de travail qui a des difficultés, avec tous ces gens qui, en rencontre avec nous-mêmes, peuvent positionner non pas une rencontre d'aliénation, mais une rencontre d'humanité. Et là, on est les agents actifs contre la servitude du capital. La vraie relation humaine, la vraie chaleur du souffle de vie, c'est déjà une explosion révolutionnaire qui commence à travailler. C'est ce que Marx appelait la vieille taupe qui travaille. Effectivement, il y a des complots, mais ce ne sont pas les complots qui font l'histoire. Si vous vous intéressez un petit peu à Ravaillac, Ravaillac a tué Henri IV. Oui, Ravaillac a tué Henri IV. Derrière Henri IV, il y avait à l'époque un conflit montant entre la France et l'Espagne, et l'armée française allait attaquer les Pays-Bas espagnols. Et on avait à côté d'Henri IV quelqu'un qui s'appelait Épernon, qui représentait le parti espagnol. Il est très probable que Épernon, dans un complot, ait aidé à ce que Ravaillac, dans sa folie personnelle, parce que Ravaillac avait déjà... C'est-à-dire que les services ne prennent pas n'importe qui. Quand vous voyez l'affaire Kelkal dans les années 85, ou quand vous voyez l'affaire Mera, elles prennent quelqu'un de suffisamment hurleur, mais quelqu'un de totalement insuffisamment conscient. Donc Ravaillac, c'était un peu ça. Et Épernon a balancé Ravaillac sur Henri IV. Donc il y a eu un complot. Sauf que le complot, c'est pas lui qui fait l'histoire. C'est le développement des forces productives de l'aliénation, parce qu'à un moment donné, dans le cadre des configurations géopolitiques précises, de la crise de la monarchie espagnole, de la crise de la monarchie française, cette campagne française vers les Pays-Bas espagnols, elle posait un sérieux problème, et donc la matérialité concrète des dialectiques historiques a fait que Ravaillac a fait. C'est pareil pour le 11 septembre. Bien évidemment que le 11 septembre est une programmation du gouvernement mondial. Mais les pauvres idiots qui ont cru être les maîtres de la programmation sont eux-mêmes des jouets du fétichisme de la marchandise. Le type le plus actif des services, qui dans son intelligence narcissique imagine qu'il crée l'instant, n'en est qu'une duplication. C'est le fétichisme de la marchandise à un moment donné, qui dans le cadre des configurations du spectacle mondial, fait que du plus petit fantassin à l'état-major du Pentagone, les choses deviennent nécessaires. Donc il y a des complots.
César a bien été, par le fait d'un complot, assassiné aux Ides de Mars. Mais ce ne sont pas les complots qui font l'histoire. Les complots viennent à un moment donné formaliser une nécessité historique, à un moment de fracture qui nécessite un saut qualitatif supérieur. Bien sûr qu'il faut informer le plus possible. Il faut diffuser. Il faut, mais avec humilité et sans prétention narcissique à croire que c'est ça qui est décisif. Notre travail de taupe, la vieille taupe dont parlait Marx, faire passer de l'information en profondeur sur le réel. Elle est décisive, mais elle n'est pas décisive au sens où elle est le déclic. Ce qui sera le déclic, c'est la grande crise terminale qui va justement reprendre tout ce que nous aurons préalablement diffusé et en lui donnant un aspect boule de neige universel qui reversera le tout. L'objet du capital, Marx dit, c'est la chosification absolue, la réification éternelle. Avant le capitalisme, entre la révolution néolithique et le capitalisme, toutes les sociétés d'ancien régime, quelle que soit leur latitude, sont des sociétés d'aliénation et d'oppression. Mais elles sont encore naturelles. C'est-à-dire que les sociétés précapitalistes d'oppression et de domestication compriment l'homme, aliènent l'homme, mais ne vont pas jusqu'à le dénaturaliser. La grande spécificité du capital, c'est que le capital, par la dialectique obligatoire de la valorisation, est le premier mode de production, et aussi le dernier, qui transforme l'homme, parce que l'homme, en produisant les choses, se fait chose lui-même. Et on aboutit à ce que Marx appelle le dessaisissement absolu, et il faut relire les textes de Marx, en particulier les textes où il fait référence à Frankenstein. C'est-à-dire que le capital est un vampire qui suce le sang des hommes, mais le capital est une technologie cybernétique d'abrutissement universel qui veut nous mécaniser dans l'absolue existence de tous nos parcours. Donc, quand on parle par exemple de l'armée de réserve du capital, Marx dit, c'est le grand remplacement par lequel l'homme est remplacé par la femme et l'Américain par 3 Chinois. Alors l'Américain par 3 Chinois, c'est l'immigration, mais l'homme par la femme. Il a fallu mettre les femmes au travail pour casser le coût du travail. Le capital n'a pas mis les femmes au travail pour émanciper la femme d'un point de vue humain, mais pour l'émanciper d'un point de vue aliénatoire. Donc, dans les années 1930-1950 en France, une famille ouvrière vivait avec le salaire de l'ouvrier. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle région, s'il n'y a que le salaire de l'ouvrier, la famille est dans une misère totale. Il fallait donc 2 salaires. Mais il fallait donc 2 salaires à partir du moment où la naturalité fait que la femme porte un enfant. Donc à partir du moment où la femme porte un enfant, il a fallu lui expliquer que son émancipation, au lieu d'être un érotisme naturaliste, c'était la possibilité d'éliminer cette surproduction gênante qui, à un moment donné, pour la dialectique du capital, faisait obstacle à la mise en marche de l'armée de réserve des femmes. Donc on a généralisé l'avortement, on a généralisé en même temps la contraception, et bien évidemment, au bout de la route de la généralisation de la contraception et de l'avortement, le fœtus qui pendant des millénaires, dans toutes les traditions de la primordialité, chez les Indiens, chez les Sioux, chez les Germains, est sacré. Vous prenez les premiers textes grecs, le serment d'Hippocrate dit, dans la dialectique de la naturalité, tu respecteras la naturalité dans tous ses effets, et tu ne produiras pas de pécer avortif. Aujourd'hui, les médecins récitent un serment d'Hippocrate qui est tronçonné. Alors ils auraient pu, dans une honnêteté quelconque, l'appeler le serment de Duduche. Non, ils continuent de l'appeler le serment d'Hippocrate. Mais ce n'est pas le serment d'Hippocrate. Parce que la valorisation capitaliste doit éjecter tout ce qui pose problème à la chosification. L'objectif du capital, c'est la démocratie pure de la chosification absolue. La réification totale de nos âmes, de nos consciences, de nos affections, pour que nous ne soyons plus que des épaves de rentabilisation. Et au terme de l'épave de la rentabilisation, il y a l'euthanasie. À partir du moment où, dans le cadre de toute cette surproduction humaine, il faut zigouiller par la guerre, il faut zigouiller aussi par l'euthanasie. Pour le capital, que Vincent Lambert soit dans une situation dite végétative. Végétative, ça ne veut pas dire légumes. Hein. Que Vincent Lambert soit dans une situation où il l'est, c'est une situation improductive. Il doit donc être liquidé.
Par contre, je m'intéresse énormément à l'archéologie et à la préhistoire. J'avais fait un texte il y a plusieurs années. On avait découvert dans une grotte du nord de l'Espagne, en faisant des fouilles, un groupe. Et ce groupe remontait à l'Albergensis. L'Albergensis, c'est une phase préhistorique qui doit correspondre à 35-40 000 avant Jésus-Christ. Et on avait découvert dans ce groupe une Vincent Lambert, c'est-à-dire une jeune fille qui était atteinte, enfin une jeune fille, elle avait 32 ans à l'époque, au moment où elle est morte. Mais elle était atteinte, parce que quand on fait une analyse osseuse en profondeur, on découvre de l'ADN, on découvre toute une série de choses, et on découvre les maladies du sujet. Et on a donc découvert que cette jeune fille avait une maladie génétique dont j'ai oublié le nom, mais qui se traduisait par une paralysie totale. Donc, à l'Albergensis, dans une communauté primordiale de l'être générique humain, des pauvres couillons qui ignoraient l'argent, évidemment, et qui n'avaient pas de portable, cette jeune fille, qui était immobilisée comme Vincent Lambert, a été recueillie, choyée, alimentée, caressée, aimée. Ils ne l'ont pas tuée. Et elle a poursuivi le long de sa vie. Ça, c'est possible dans une communauté primordiale où les gens ont une relation d'amour à l'autre. Vincent Lambert, c'est un paquet de viande inutile, totalement improductive pour la dialectique du capital. Mais c'est là où, si vous voulez, les gens qui se battent contre l'euthanasie, qui se battent contre la PMA, qui se battent contre la GPA, sur la base du « on ne peut pas laisser faire ça », mais sans le comprendre sur une base insurrectionnelle, radicale, n'ont rien compris. L'euthanasie sera généralisée. La PMA sera généralisée. Le TAFTA sera généralisé. On ne peut pas se battre à contre-pied contre la dialectique dévoratrice du capital qui emportera tout. Les sudistes avaient des généraux qui étaient 10 fois plus intelligents que les généraux nordistes. Ils ont tenu pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis ils ont perdu parce que la dialectique industrielle du Nord était la plus forte. Napoléon aurait très bien pu gagner en 1815 à Waterloo. Il s'en est fallu de peu. Mais s'il avait gagné à Waterloo, il perdait 3 mois après, parce que dans le rapport de force, la dialectique des forces productives était la plus forte. À la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a terminé avec le Messerschmitt 262, qui était le premier avion à réaction au monde. Elle avait les meilleurs tanks, elle avait les meilleurs armements. Mais la dialectique des forces productives mondiales, du pétrole américain et de la production américaine, sur les plages de Normandie, pour qu'un Sherman arrive à flinguer un Panther, il fallait au moins sacrifier 4 Sherman. Mais ils s'en foutaient. Il y avait 10 000 Sherman, 20 000 Sherman, 30 000 Sherman. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire ne repasse pas les plats. Et toutes les formes passées qui nous rattachaient encore un peu d'humanité vont disparaître. Donc, que faire ? Surtout ne pas se battre pour restaurer un passé qui est mort, parce que le capital dévorera tout, mais se battre sur une ligne intransigeante d'ontologie radicale en disant, et j'y reviens tout à l'heure, puisque notre ennemi, c'est pas la finance, notre ennemi, c'est pas l'usure, notre ennemi, c'est la marchandise, notre ennemi, c'est l'argent. Et là, il y a eu tout un débat dans la première internationale entre Proudhon et Marx, et le grand débat entre Proudhon et Marx qui déjà préfigurait tous les groupes radicaux qui seraient anti-bolcheviques, anticapitalistes d'État. Il y a un abîme entre Marx et Lénine, parce que Marx, c'est justement l'anti-Lénine, c'est l'anticapitalisme d'État bolchevique, mais en même temps, c'est la récusation totale du proudhonisme. Et aujourd'hui, tout le monde est proudhonien. Tout le monde est proudhonien au sens où on veut bien la banque sans ses excès, on veut bien l'argent sans ses excès, on veut bien la finance mais sans... Alors, pendant un moment, la mode, c'était le libéralisme. Puis après, on a inventé l'ultralibéralisme. Mais tout ça, c'est des sornettes. La critique radicale de l'économie politique, dans l'ontologie subversive, extrémiste de toute l'histoire de l'intelligence humaine, c'est qu'on ne peut pas maîtriser l'argent, ou on détruit l'argent, ou l'argent nous détruit. Marx, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'a pas écrit au XIXe siècle pour le capitalisme du XIXe, ni même pour le capitalisme du XXe, puisque Marx dit « je ne fais pas la biologie du capital, j'en fais sa nécrologie ». Marx a très bien compris
en instaurant une dynamique visionnaire de toutes les crises du capital, de toutes les contradictions du capital, de toutes les impossibilités du capital, Marx non seulement avait prévu le bolchevisme étatique des pays de l'Est et sa décomposition, il avait prévu ses impostures, il avait prévu ses mystifications, Marx avait prévu toutes les crises bancaires, l'imposture, le l'endettement, tout le jeu financier de l'épargne et toutes ces mystifications ultérieures, tout ça est dans le Capital. Ce qui est décisif, c'est que Marx a montré qu'à un moment donné, c'est le travail du négatif. Il reprend Hegel, il creuse. C'est l'auto-invalidation nécessaire. Il existe un moment objectif où le capital, dans sa démesure universelle, produit l'incapacité pratique de sa reproduction possible. Et nous sommes aujourd'hui, au niveau économique, au niveau bancaire, au niveau géopolitique, au niveau sociétal, à tous les niveaux, nous sommes à un niveau de renversement explosif. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que l'exemplarité dieudonnesque, par-delà le côté spectaculaire et comique de l'affaire, est venue à un moment donné faire péter toutes les représentations obligatoires de la dictature mythologique de la démocratie. À un moment donné, des gens des banlieues, des gens qui venaient de l'extrême droite, des gens qui venaient de l'ultra-gauche, des gens qui venaient de l'extrême centre, des gens qui venaient de partout et qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Autour de ce que Dieudonné, quelque part, a été ce que dit Hegel sur la ruse de la raison. Il a été l'outil inconscient du saut qualitatif de l'histoire. Et il s'est passé, à partir de l'événement Dieudonné, autour de la manif pour tous, autour du jour de colère, autour de Notre-Dame-des-Landes, autour de grèves qui ont lieu dans certaines usines, il s'est produit que le phénomène Dieudonné a été une cristallisation symbolique, radicale, universelle, sur tout le terreau de la décomposition sociale et économique. Il s'est passé quelque chose. Et il n'y avait pas d'avant-garde, il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas d'organisation. Alors, il y a des groupes qui veulent organiser, mais qui sont tout de suite dépassés. Parce que la grande tempête va beaucoup plus loin. Donc il est en train de se passer quelque chose sur la théorie du genre, sur la crise sociale, sur la crise économique, sur la crise écologique, sur la biologie de la vie. Il est en train de se passer quelque chose qui s'appelle le grand tournant, le grand renversement. On ne sait pas encore comment ça va se matérialiser, mais on sait déjà une chose essentielle, c'est que pour le pouvoir, que ce soit de l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, ce truc-là est incontrôlable. Quelles que soient les paranoïas étatiques qui vont vouloir contrôler la masse des malcontents, les malcontents iront toujours plus loin, iront toujours plus fort et auront une capacité à toujours dépasser les obstacles que la structure étatique de l'embrigadement va mettre sur leur chemin. Et là, on est entré dans une nouvelle phase. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, on n'était pas là. Là, il y a un saut qualitatif, il y a un renversement, il y a une colère, il y a une énergie circulatoire. Dans la mesure où, dans le manifeste, comme dans tous les textes radicaux que Marx et Engels produisaient, il soulignait la nécessité d'abolir la famille aliénatoire contemporaine. La famille aliénatoire contemporaine, au sens où c'était une vaste prostitution universalisée. Vaste prostitution universalisée, parce que entre le temps de la communauté première des paysanneries organiques et la paysannerie qui est issue de la Révolution française, de la Révolution anglaise et de toutes les déstructurations des modes de vie ancestraux pour faire naître la modernité industrielle avec des campagnes assujetties à la ville, il s'est passé tout un processus. La vie sexuelle et la vie amoureuse dans les communautés médiévales, elle est empreinte d'une naturalité, elle est empreinte d'une joie, même si la communauté organique première a été dissoute et qu'on est déjà passé dans les sociétés. Et on est dans un rapport où le jeu amoureux dans les campagnes traditionnelles, à travers la survivance de la communauté, est très très loin de la dépossession industrielle et prostitutionnelle du couple miséreux dans les gourbies de Manchester. À l'époque de Marx, il y a une explosion par la terreur industrielle de la démocratie capitaliste des usines. Il y a une explosion qui produit un lien familial suraliéné. Que l'on soit pauvre ou que l'on soit riche, il y a une désespérance
il y a une fétichisation, il y a une aliénation, la situation de Flora Tristan, la question du logement à Londres, c'est-à-dire qu'il y a une misère ouvrière en termes de réalité première qui est intolérable. Et dans les milieux privilégiés, il y a une misère sexuelle qui est absolument folle, et Marx parle d'ailleurs de la vision du bourgeois par rapport à sa femme comme lieu de prostitution élégante. Donc, la période où Engels écrit, c'est précisément le moment où on n'est pas dans la production de la famille narcissique contemporaine et on n'est plus dans les derniers vestiges de la communauté traditionnelle d'avant le capital, mais on est dans une gigantesque horreur concentrationnaire. Imaginons la vie des prolétaires du XIXe siècle, telle que la démocratie du capital l'a organisée après leur expulsion des campagnes, pour en faire effectivement ces sans réserve, totalement aliénés à la domestication du capital. Donc c'est une misère généralisée, matérielle, symbolique, psychologique et sexuelle. C'est abominable. Et de la même manière, il montre que dans les strates privilégiées, on a l'envers, mais sur le même terrain, et qu'on a une misère sexuelle distinguée, mais qui est intolérable. Donc c'est cette critique-là qui est faite, parce qu'effectivement, quand les textes radicaux de Marx et Engels apparaissent, les défenseurs de la normalité capitaliste disent « mais les communistes, au sens de Marx et de Engels, veulent dissoudre la famille ». Et Marx répond « mais nous ne voulons rien dissoudre, c'est le développement du capital qui a tout dissous, jusqu'à faire cet énorme... » Marx dit toujours « l'économie politique est une merde généralisée ». Mais une merde généralisée boueuse, parce que dans les gourbies de Manchester, il ne peut plus y avoir d'amour, il ne peut plus y avoir de relations de vie. L'homme est écrasé dans une misère noire. Donc c'est cette critique-là qui est faite. Alors aujourd'hui, l'homme n'est plus écrasé dans une misère noire, il est écrasé dans une misère, dans une abondance de fallaciosité. Donc, dans tout ce processus, on aboutit à ce que Marx et Debord appellent de manière relativement proche l'abondance de la misère, mais l'abondance non plus de la misère matérielle. Dans les grandes métropoles industrielles, même si le retour de la crise a créé effectivement des pôles de misère réelle, ce qui est le centre de l'aliénation capitaliste, c'est la misère consommatoire du fétichisme de la marchandise. Et la misère consommatoire du fétichisme de la marchandise, elle a créé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une étape humaine totalement déshumanisée. Entre la révolution néolithique et aujourd'hui, le développement du capital et de la marchandise s'est mis en mouvement. Mais plus on avance dans la démocratie et dans la liberté despotique du profit, plus l'homme est déshumanisé, plus l'homme est dessaisi, plus l'homme est réifié, plus l'homme est chosifié. Donc on est rentré aujourd'hui, pour la première fois, dans une histoire où les humains ne sont plus humains. C'est la première fois où la relation entre les humains est aussi difficile. C'est la première fois où la qualité d'humain n'existe plus que comme enveloppe biologique extérieure, mais où il n'y a plus de vie organique, spirituelle, érotique et subversive. Et on le voit dans les couples, et on le voit dans les familles, on le voit avec les enfants, on le voit avec les parents. C'est-à-dire que l'angoisse de l'homme unidimensionnel de la marchandise est terrible. Un homme et une femme ne se rencontrent pas parce qu'il y a un lien de fertilité qui va accomplir unitairement une dimension supérieure. C'est une solitude qui, par peur de solitude, rencontre une autre solitude qui a peur de la solitude. Et de ces deux solitudes qui s'usent dans la solitude, va naître un enfant qui va venir sécuriser la solitude. Et l'enfant, au lieu d'être un lieu de fertilité radicale pour remettre en cause, en pratique réelle, va être un lieu justement de cocooning pathologique intérieur, où le couple va s'enfermer dans l'errance salariale, dans l'errance du loisir, dans l'errance du grandissement de l'enfant. Ah, l'enfant est beau, l'enfant a grandi. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, le fétichisme de la marchandise, la pathologie triomphante de la dépossession, s'est prise dans une telle dynamique d'emprise qu'elle a confisqué les sexualités, les émotions et toutes les relations individuelles et toutes les relations amoureuses. Le capital se fait amour par consommation narcissique de chimères infinies. Et c'est là où il y a une critique radicale à faire aujourd'hui, mais qui est immensément difficile,
parce que nous entrons dans une étape historique qui n'a jamais existé, celle de l'homme réifié total, celle du capitalisme intégral réifié total. La PMA, la GPA, le transhumanisme, c'est les formes spectaculaires de la grande théâtralité qui se montrent. Mais même dans les aspects les plus quotidiens, les plus dérisoires de notre existence, la fétichisation est à l'œuvre. Nous sommes des angoisses aliénatoires en mouvement que le capital a intégrées à son processus de valorisation et qui n'ont pour possibilité d'expression que de se faire une place dans la valorisation narcissique du travail, du couple, de l'enfantement et de tous les mécanismes par lesquels le quotidien demeure la prison du capital.